On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit du tome 1 de la trilogie Enclave de Anna Guir aux éditions Le Livre de Poche. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique où, depuis quelques années, les jeunes vivent en dessous de la surface de la Terre, dans des sortes d'enclaves en fait, des petits villages dans les sous-sols de la Terre. Puisque sur le dessus, sur la surface de la Terre, on apprend assez rapidement que c'est invivable. Les pluies qu'il peut y avoir brûlent, il y a des maladies, etc. Il n'y a aucune nourriture au-dessus de la Terre. Donc il faut vivre en dessous. C'est ce qu'on leur apprend. Ce sont des enclaves assez strictes, avec des lois régies par les anciens. Donc les anciens sont quand même assez jeunes. Ils doivent avoir 25, même pas 30 ans. Ils sont assez jeunes. Ils régissent donc ces enclaves avec des règles et des lois assez strictes. Et on leur apprend donc énormément de choses sur le fait que avant, il y a avant et un après, et il y a le dessous qui est vivable et le dessus qui n'est pas vivable. Et donc on rencontre Trèfle qui vient de passer sa cérémonie pour avoir donc son prénom et donc pour devenir une femme et aussi pour devenir donc une chasseuse. Dans l'enclave, les gens sont séparés en 3 catégories. Il y a tout d'abord les géniteurs, donc ceux qui sont là pour se reproduire et faire des enfants, donc hommes et femmes, peu importe. Il y a les ouvriers et ouvrières, donc tous ceux qui font qui fabriquent, qui créent, qui réparent, etc. Et il y a les chasseurs. Donc Trèfle est une chasseuse. Les chasseuses, ce sont ceux qui vont qui sont en fait, on va dire, volontaires, dont leur métier est de sortir de l'enclave, donc sortir de leur enclave, et de aller dans les tunnels, donc des sous-sols de la terre, aller dans les tunnels et chasser, ramener à manger. Et c'est un métier assez difficile dans le sens où il y a les monstres. Donc ce sont des espèces j'ai vu ça un peu comme des espèces de zombies qui n'ont pas résisté aux maladies qu'il y a au-dessus et sont transformés, et pour qui en fait à part manger et détruire tout ce qu'il y a autour et manger en fait voilà, ce sont des monstres. Sauf que voilà, il va se passer comme dans beaucoup de dystopies. C'est quand même assez classique comme roman, hein. C'est vraiment avec des bases assez classiques de romans dystopiques. Il va se passer que Trèfle et Del, donc son compagnon de chasse, vont être exclus de l'enclave et ils vont découvrir tout un monde au-dessus de la surface de la Terre, comme quoi tout ce qu'on leur a appris n'est pas réel, tout ce qu'on leur a inculqué depuis leur naissance est faux, puisqu'on peut vivre au-dessus, on peut se nourrir au-dessus, on peut se battre au-dessus, et les méchants ne sont pas que des monstres. Donc voilà, on va donc faire la découverte de tout ce monde que Trèfle n'a jamais connu, puisqu'elle a toujours vécu dans son enclave, et elle va le découvrir avec Del. Donc Del est un enfant qui avait été recueilli dans l'enclave quand il était très jeune, et qui a dû, pour survivre en fait, accepter les règles de l'enclave où Trèfle a toujours vécu. Et c'est vrai que pour lui ça n'a jamais été facile, puisque tout ce qu'on disait, il le savait, il savait que c'était faux, parce qu'il avait vécu déjà au-dessus. Et donc du coup il avait tout fait pour pouvoir être accepté, pour pouvoir survivre. Mais le fait d'être d'être exclu avec Trèfle fait que du coup il peut se révéler. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome en tout cas. C'est vraiment très sympa à lire, je l'ai lu en très peu de temps, il y a très peu de pages, c'est écrit gros, ça se lit vraiment très facilement. Et j'ai vraiment apprécié, c'était sympa. Après, c'est comme je dis, ça reste classique, mais c'est sympa. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que je lirai la suite, parce que du coup, à la fin, on va se rendre compte que Trèfle, qui a toujours été élevée pour être chasseuse, va devoir faire des choses qu'elle n'a jamais fait, en fin de compte, des choses de la vie quotidienne. Et donc du coup je suis assez intriguée par la suite, et je me procurerai quand je crois que le tome 2 est sorti en poche, ou va sortir en poche, je ne sais plus,
mais je me procurerai la suite dès qu'elle sortira en poche. Le deuxième roman dont je vais vous parler, on voit pas très bien, il s'agit de Serre-moi fort de Claire Favant aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. J'ai déjà lu 2 romans de cette collection et j'ai vraiment apprécié mes 2 lectures et j'ai encore plus apprécié cette lecture-ci. C'est un roman que j'ai dévoré en une après-midi et une soirée tellement je n'ai pas pu lâcher ce roman du début à la fin. C'était pour moi impossible de faire autre chose que de le continuer à chaque fois que je finissais une partie ou autre. On se retrouve donc dans une première partie avec une famille qui vient de subir la disparition de leur fille aînée, donc Lana. C'est la fille idéale, c'est la fille que tous les parents rêvent d'avoir, qui a des bonnes notes, qui ne sort pas, etc. etc. Bien qu'on apprendra que l'idée qu'ils se font de leur fille est complètement fausse, mais enfin bon, voilà, c'est la jeune fille idéale pour les parents. Et donc le jour où elle disparaît, c'est l'hécatombe, c'est la fin de la vie de ses parents, enfin... Voilà, ils vont tomber en dépression et donc Nick, le jeune adolescent transparent qui n'a aucun intérêt pour dont ses parents n'ont aucun intérêt pour lui, va se retrouver à 15 ans, 15-16 ans, il va se retrouver à devoir gérer ses parents en pleine dépression, gérer sa propre vie à lui, etc. Et donc on va suivre donc, dans toute cette première partie cette espèce de descente en enfer des parents et leur remontée. Donc j'entends par là, c'est qu'au bout de 2 ans après que leur fille ait été portée disparue et toujours pas retrouvée, ils vont vouloir la retrouver. Ils vont sortir de leur dépression et grâce à l'église, grâce à des associations, grâce aux policiers, etc., ils vont tout faire pour la retrouver. Quitte à entraver des enquêtes, etc., pour être sur le devant des disparitions de Lana. Sauf qu'évidemment, ça va pas plaire à Nick, le frère de Lana, qui voit ses plans complètement changés, chamboulés, et ça ne lui plaît pas. Et quand on voit la fin de la première partie, on peut comprendre pourquoi. J'ai été choquée par cette phrase que j'ai dû relire plusieurs fois pour voir si je l'ai bien comprise. Ça a vraiment été une phrase choc et justement à cause de ça, j'ai pas eu le choix que de continuer la lecture, que de tourner les pages et donc de enfin savoir le fin mot de l'histoire. Donc on atterrit dans une deuxième partie où on n'entend plus vraiment parler donc, de cette famille avec la disparue, mais on prend donc c'est 10 ans plus tard, on fait la rencontre d'un policier Adam qui va tomber sur un charnier. On va voir que certaines enquêtes sont liées, etc. Et il va se passer des choses pareilles avec ce policier-ci qui vient de subir la mort de sa femme et qui ne trouve pas d'autre façon que d'échapper à la tristesse que de se lancer corps et âme dans cette enquête. Mais alors quand je dis corps et âme, c'est corps et âme. Sauf que là, il va complètement se détruire. Il va être, à cause d'un événement particulier, traumatisé. Il va devenir complètement pareil, en pleine dépression. Enfin, il a subi un traumatisme assez important, dont je ne parlerai pas. Simplement parce que, déjà, c'est atroce. Ce qu'il a vécu, c'est atroce. Et ensuite, parce que il faut le lire à cause de ce traumatisme, on pourrait presque dire grâce à ce traumatisme, il va retrouver la personne qui a tué toutes ces femmes dans le charnier, qui a un rapport peut-être aussi avec l'enquête de la disparition de Lana, qui fait que du coup la dernière partie, mais elle est juste, mais j'en revenais pas. Du coup, c'est vraiment un roman, mais lisez ce roman. Je ne peux que le conseiller. J'ai ressenti tellement de trucs en le lisant, de la tristesse, de la colère, plein de choses, des surprises, etc. Mais je peux que vous conseiller de le lire, enfin du moins ceux qui aiment ce genre de roman-ci, je peux que vous conseiller de le lire. Je ne sais même pas quoi dire sur ce roman-ci. J'ai adoré.
je tournais les pages, c'est ce que je vous dis, je tournais les pages, je pouvais pas m'arrêter de le lire, je pouvais pas ne pas le finir, donc c'est pour ça qu'il a été lu très très rapidement, parce que je ne pouvais pas ne pas arrêter et aller me coucher et en me disant oh bah je lirai la suite demain, c'était pas possible. Il fallait absolument que je le finisse. Donc je conseille ce roman-ci à tous ceux qui aiment ce genre de roman bien prenant et bien surprenant. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Avec ce roman-ci, ça l'a beaucoup moins bien fait. Je m'explique. J'aime beaucoup la série des chats de cet auteur-ci. J'aime aussi beaucoup ses thrillers qu'il a écrits. Ce sont des romans qui ont toujours quelque chose qui me plaît dedans. Que ce soit des émotions, que ce soit de l'humour, etc. C'est vraiment qu'il y a toujours eu quelque chose qui m'a touchée dans ces romans-ci. Du moins de cet auteur-ci. Sauf qu'avec ce roman-ci, je pense que je ne m'attendais pas à retrouver de la pure chick lit avec une héroïne complètement gnangnan, comme j'aime bien dire des héroïnes comme ça, pleurnicharde, une héroïne qui m'a vraiment pas plu. Donc ce roman, ça raconte l'histoire de Marie qui vient de se faire larguer par son mec. Ça fait 10 ans qu'elle vit avec un homme qui la trompe et à un moment donné, elle en a marre, elle lui dit, sauf qu'elle ne veut pas le quitter, elle lui dit juste je sais que tu as une relation, mais en gros que c'est pas grave quoi, mais lui non, il fait oui de toute façon ça me soulage que tu le saches, je te laisse une semaine et faut que tu aies quitté les lieux, parce que c'est son appartement à lui, faut que tu aies quitté les lieux dans une semaine. Alors elle se retrouve à la rue en mode complètement déprimée, donc on la voit presque envie de se suicider sur les quais, sauf que non, elle est juste en mode déprimée. Et donc il y a toute une réflexion là donc sur les hommes sont tous les mêmes, les hommes ne veulent qu'une chose, ils prennent et ils jettent, c'est toujours comme ça avec les hommes, etc. Après il y a la réflexion sur la vie, etc. En pleine déprime, elle fait que de pleurer, machin. Et donc du coup elle va se dire maintenant je deviens méchante. Bon, on se dit d'accord, donc peut-être que là elle va arrêter de pleurer, arrêter de pleurnicher, etc. Elle devient méchante. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle devient méchante. On la retrouve à son travail avec ses amis, etc. Et pourtant elle a un patron qui on l'apprendra au fur et à mesure du roman, un patron qui n'est pas là pour leur employé, qui est plus là pour, avec des actionnaires, etc., faire couler la boîte, etc., etc. Donc on se rend compte qu'il y a toute une atmosphère au travail qui n'est pas très joyeuse, du moins en termes de salariés, sauf qu'évidemment, entre collègues, tout va bien. Marie va recevoir des lettres anonymes, comme quoi c'est un amoureux transi, du genre je t'aime depuis toujours, tu m'as jamais remarqué, mais maintenant que je sais que t'es célibataire, machin, etc. Je te donne rendez-vous telle date, telle heure, évidemment le mec il vient pas. Enfin, l'histoire de ces lettres un peu d'inconnus, etc. Bon, ok, ça passe. C'est un peu bizarre, mais ça passe. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle veut devenir méchante, qu'elle ne veut plus avoir affaire à des hommes, qu'elle veut se prendre en main comme quoi elle peut très bien s'en sortir toute seule. Sauf qu'avec ces lettres, tout de suite elle va vouloir, en fait, elle va regarder tous les hommes comme des animaux et elle va se dire bon c'est peut-être celui-ci. Ouais, je me verrais bien faire ma vie avec lui, avoir des enfants et tout. Au final, on sait que c'est pas lui. Tac, elle le dégage, elle prend un autre. Oh c'est peut-être celui-ci. Tac, je me vois bien faire la vie avec lui, il est comme ça, machin, et c'est peut-être un bon coup, etc. On voit que c'est pas lui, tac, elle passe au suivant. Évidemment, à la fin, il en reste que un. Ça s'avère que c'est le bon, etc. Et ça va être l'apothéose, etc. Donc moi, j'ai pas très accroché à ce roman. Et en plus, il y a des événements assez particuliers aussi qui m'ont fait sourire, mais lever les yeux au ciel dans le sens où vraiment pas du tout... c'est pas du tout crédible. Et donc du coup, pour moi, ce roman-ci, ça a été vraiment... C'est vraiment, on va dire, une déception. Je m'attendais pas à ça. Si vous le lisez pour... voilà, une lecture vraiment, on va dire, de filles, une lecture, comme j'appelle ça, les lectures pour filles, détente,
cucu et tout, oui. Je peux comprendre que ce roman ait plu. Moi, ça ne l'a pas fait, je m'attendais pas à ça. Je voulais quelque chose de plus touchant, de plus émouvant. Je voulais un humour différent que ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est un humour vraiment lourd. C'est un humour qui est vraiment lourd, plein de clichés. Une héroïne qui est complètement naïve et un peu folle sur les bords. Ça peut être sympa. Moi, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, je suis un peu déçue par ce dernier tome. Et enfin, ce dernier tome, celui qui est sorti en poche en tout cas. Et voilà, ça... Je retenterai quand même le prochain. J'attendrai sa sortie poche, mais pas avec autant d'impatience que j'attendais celui-ci. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 2 du secret de l'inventeur de Andrea Kremer, donc l'énigme du magicien aux éditions Lumen. J'adore les couvertures, elles sont magnifiques. Déjà la première avec le cœur était trop beau. Je sais pas si je l'ai mis où. Il doit être par là. Là. Regardez cette première couverture du tome 1, mais il est trop beau. Et le tome 2. Ils sont magnifiques. Enfin bon, on n'est pas là pour parler couverture. Donc je ne vais pas beaucoup en parler puisqu'on se retrouve dans un tome 2. Donc ceux qui n'ont pas lu le tome 1, ce serait dommage de dévoiler l'intrigue. Je vais juste vous dire que j'ai autant adoré que le premier roman, le premier tome. On se retrouve toujours dans le même univers steampunk, donc dans une Amérique complètement, pas dire mécanisée, mais complètement différente de ce que l'on peut s'attendre au 19e siècle, avec des machines, des inventions de toutes sortes. Et on peut en voir une ici, là, une petite invention. Je ne sais même pas trop ce que ça représente. Mais enfin bon. Et on retrouve donc tous les personnages que l'on avait dans le premier tome, donc Charlotte, Jack, Ashley, Pip, Lynette, Co, tous ces personnages qui formaient une bande, qui formaient quelque chose de vraiment uni, tous ces jeunes. Et donc Charlotte, surtout principalement Charlotte, qui a, dans le premier tome, a un caractère bien marqué. Dans le deuxième, eh bien, j'ai pu voir Charlotte mûrir. Donc, dans le premier, c'est une jeune fille de 15-16 ans qui a un caractère donc assez fort, mais qui est une jeune fille, on peut se rendre compte, qui va connaître ses premiers déboires amoureux, etc. Et donc dans celui-ci, on a donc la rébellion qui est en marche et Charlotte qui va se rendre compte de certaines choses au fur et à mesure du roman. Et elle va mûrir. Elle va se poser ça va plus être les questions est-ce qu'il m'aime pas, oui mais toi tu m'as fait ça donc je peux pas machin. Enfin voilà, c'est plus des questions de jeune fille, ça va être des questions plus adultes. Voilà, c'est est-ce que la rébellion est-elle aussi bonne qu'elle prétend être? Est-ce que le fait que la rébellion veut s'emparer donc de Grave de la même manière que l'Empire veut s'emparer de lui, ne veut pas dire que justement la rébellion n'est peut-être pas la bonne forme de rébellion à avoir. Enfin voilà, elle va se poser beaucoup de choses puisqu'elle va prendre en compte, elle, les sentiments qu'elle a par rapport à ses amis. Elle va pas être là avec l'Empire contre la rébellion, etc. Elle veut le bien de ses amis. Donc elle veut le bien de Grave, elle veut le bien de Lynette, elle veut le bien donc même de Jack et de Ashley, etc. Elle veut ce qui, pour elle, est bien et, on va dire, est gentil. Et donc, du coup, voilà, elle va se poser des questions sur la rébellion et elle va se rendre compte que, voilà, la rébellion est peut-être pas aussi bonne, n'est peut-être pas ce qu'il faut non plus pour l'Empire, enfin, contre l'Empire. À côté de ça, on a toujours un univers, donc comme je le disais, un univers steampunk avec à la Nouvelle-Orléans des quartiers, un quartier général creusé dans des tunnels, etc., des passages secrets, des inventions, plein de petites choses qui font que on se retrouve vraiment dans un univers totalement à part et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est un roman que j'ai autant apprécié que le tome 1 et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3 entre les mains, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Mais comme celui-ci, je me jetterai dessus pour avoir le fin mot de l'histoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ou pas certains livres.
peut-être que vous en avez déjà lu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!